Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour lire Skyward, vers les étoiles. Aujourd'hui, normalement, j'étais censé faire une review One Piece, mais en réfléchissant à ce que j'allais faire, en fait, en réalité, j'avais pas envie de lire One Piece. Et donc, du coup, j'ai décidé que le dimanche, ce serait lecture et qu'on essaierait de lire un maximum de chapitres en un après-midi et d'en faire les reviews tout de suite. Pour ceux qui connaissent pas, Skyward, c'est un livre de science-fiction que j'ai découvert avec une application Kobo ou Fnac, je crois que c'était la Fnac, où j'ai eu un extrait du tome 3 et ça m'a plu. Et donc du coup, j'ai décidé de m'acheter le tome 1 pour commencer la saga. On a lu quelques chapitres, on est à 21, c'est pas mal en réalité. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur Skyward. J'avoue que j'avais un peu pas la tête à le lire en réalité. Je me forçais un peu même pour les reviews One Piece. Je me souviens juste que Spencer, en gros, elle a été acceptée à l'école des pilotes. Elle a rejoint un escadron. Elle suit les cours, mais elle n'a pas été acceptée dans l'internat, donc elle est obligée de dormir à l'extérieur de l'école. Elle a découvert un vaisseau qui a une intelligence artificielle. Elle a demandé à son pote Rig de venir voir pour le retaper. La dernière fois que j'avais lu, je me souviens on avait lu une interlude, on avait lu aussi quelques chapitres. Et je me souviens surtout du fait que Spencer, en fait, on commençait à faire des tests sur elle, on commençait à vérifier ce qui se passait dans son cerveau parce qu'on avait détecté quelque chose en elle au cours de la bataille. Je reviens juste sur ce dont je me souviens. Je suis un peu déçu en réalité qu'il y ait eu des morts aussi vite. On n'a pas eu le temps de s'attacher aux personnages, on n'a pas eu le temps de les développer, donc du coup ça a moins d'impact sur le lecteur, mais en même temps ça dit un peu long sur à quoi va ressembler la suite du livre, dans le sens où en gros à ce stade-là, tous les personnages qu'on va voir, il y a des fortes chances pour que ceux qui seront dans des vaisseaux puissent mourir. Voilà. Moi et la lecture. J'ai noté des points avant de commencer la review. J'ai pas lu beaucoup de livres dans ma vie. J'en avais lu un quand j'étais petit, c'était Les Pilleurs de Tombes. Je l'ai pas fini. Mon père, il m'avait acheté L'île au trésor. Je l'ai jamais lu parce que ça m'intéressait pas, pour être honnête. J'aimais pas ce que je lisais. Mais par contre, j'ai lu quelques Game of Thrones, pas en entier, dans le sens où je regardais que les chapitres des personnages qui m'intéressaient, parce que j'avais d'abord regardé la série et je voulais savoir ce qui était dit dans les livres sur les personnages que j'aimais beaucoup, Jon Snow, Arya Stark. J'étais fan des Stark, moi je suis pro Stark. Et voilà, je suis pas habitué spécialement à lire, pour être honnête, ça demande un effort de concentration depuis mes décompensations, j'avoue que j'ai du mal à me concentrer sur ce genre de tâches. Même One Piece, j'ai pas lu d'un coup tous les tomes parce qu'en réalité, mon cerveau, il n'arrive pas à encaisser les informations, à bien les traiter. C'est un peu déplorable dans le sens où je trouve ça dommage parce que la lecture, je l'ai vraiment découvert à ma première hospitalisation. J'ai été enfermé dans la cellule d'isolement et un infirmier m'avait autorisé à avoir des livres. J'ai lu un livre dont j'ai oublié le titre, qui était un thriller sur un meurtre d'adolescente que tuait tout ça, et j'avais découvert avant la fin du livre qui était le tueur, et du coup ça m'a démotivé pour finir le livre. Mais j'ai lu un livre qui a changé ma perception de mes émotions. J'ai lu Parole donnée de Patrick Hendricks, que je conseille vraiment à tout le monde. C'est une biographie d'un mec qui a, qui a vécu la prison, qui a vécu des traumas quand il était enfant, et qui a été engagé par un policier pour l'aider à résoudre des affaires dans lesquelles étaient impliqués des enfants et des politiciens. Son histoire est vraiment incroyable. En réalité, ça m'a fait remettre en question ma perception de mes émotions, dans le sens où je me suis dit, putain, je me plains, mais en réalité, la vie, ça peut être hardcore, et si tu ne donnes pas les moyens d'être à la hauteur, personne ne le fera pour toi, personne ne sera, ne sera fort pour toi, même si tu peux avoir des gens qui t'aiment et qui veillent sur toi. Je sais pas comment expliquer. Alors du coup, revenons à Skyward. Skyward, j'avoue que pour le moment, la lecture, j'aime bien, pour être honnête. J'ai bien aimé ce que j'ai lu jusqu'ici. J'aime bien le personnage de Spencer, elle est un peu drôle. Elle est un peu drôle, pour être honnête, dans le sens où elle est, c'est une enfant qui a été élevée en mode, il faut être une guerrière, il faut être une guerrière, il faut être une guerrière. Et donc, elle est vraiment la caricature de la fille qui s'impose, entre guillemets, mais je la trouve attachante, pour être honnête, dans le sens où la tragédie qui l'a frappé, la mort de son père et la trahison
et le déshonneur que ça a entraîné pour sa famille. Je trouve que c'est une histoire intéressante. Je veux dire, Skyward, jusqu'ici, hein, si vous avez suivi, si vous avez acheté le livre et que vous avez lu les chapitres et que vous d'un coup, parce que voilà, je sais très bien la plupart du temps, quand je vois des gens qui lisent des livres, ils les finissent, il y en a qui les finissent en une journée, il y en a qui sont au taquet dans la lecture. Moi, j'y arrive pas, pour être honnête. Mais si vous avez déjà lu le livre, vous avez dû noter que j'ai oublié le point sur lequel je voulais venir. Mais oui, je me rappelle, il y a une sorte d'allégorie sur l'élitisme et la méritocratie que je trouve super pertinent pour notre époque, dans le sens où la société dans laquelle vit Spencer est une société qui fonctionne avec le mérite, les récompenses et la popularité. En réalité, les pilotes, c'est des stars et c'est pour ça que Spencer veut devenir pilote comme son père, mais tout le monde veut devenir pilote pour la classe. Et le combat contre les Krell, pas les, ouais, c'est les Krell, j'étais en train de confondre avec Secret War. Peut-être que j'ai regardé la série Secret Invasion avec Nick Fury, je sais pas encore, pour être honnête. Ça me plaît pas plus que ça. Le synopsis ne me plaît pas plus que ça, mais j'ai envie de regarder des séries. Et du coup, le combat contre les Krell, alors le vaisseau qu'a découvert Spencer pouvait détecter le nombre de vaisseaux Krell qui attaquaient la planète, même s'ils étaient cachés dans les débris. Donc en fait, moi, la question que je me pose à ce stade-là, c'est Spencer, est-ce que ce serait pas plus logique que Spencer, pour le bien de l'humanité, pour le bien des habitants de Détritus, j'ai oublié le nom des lieux. Après, pour être honnête, ça fait un moment que j'ai pas lu, donc j'ai un peu oublié le nom des lieux. Je me souviens, ce serait peut-être mieux qu'elle donne aux rebelles le vaisseau afin qu'ils puissent l'étudier et répliquer la technologie qui lui permet de détecter le nom de vaisseau Krell. Mais Spencer, elle a l'air de vouloir garder ce vaisseau pour elle, et du coup, je commence à me poser des questions parce que le tome 3 il se passait à un certain moment, donc j'ai des informations sur le futur de l'histoire, mais l'extrait que j'ai lu était concentré que sur Spencer, et je m'en souviens pas dans le détail. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a des points. Alors, je vais pas spoiler ici pour ceux qui liseraient, qui attendraient, parce qu'en gros, voilà, c'est un peu ce que je me disais. Le but de ces vidéos review, c'est vraiment que vous ayez des reviews sur des chapitres que vous lisez. Et j'aime beaucoup, en réalité, consommer les livres de cette manière, que ce soit les mangas, les livres, les films, les séries. J'aime beaucoup être un peu hors du temps, dans le sens où Vers les étoiles, Skyward tome 1, je le lis à mon rythme. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre, mais moi je trouve ça intéressant d'évoluer en même temps que mes reviews et faire des hypothèses. Alors, ceux qui cherchent des histoires et qui ont le cerveau apte à lire et qui aimeraient avoir une aventure de science-fiction, je vous conseille vraiment ce livre. Et du coup, bah vas-y, let's go, on va lire le chapitre 21 sans plus attendre, et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Ok, chapitre 21 lu. Alors un chapitre que j'ai vraiment beaucoup, mais beaucoup aimé. Plusieurs points. Alors premièrement, ça commence le chapitre. Alors Cobb fait suivre un entraînement intensif à son escadron. Ils font des exercices de virage avec la luminance, de réactivation de bouclier. Ils font un tas de trucs. Ils s'entraînent même pendant la pause repas. Ils mangent des sandwichs sur place, à part Spencer qui doit ramener sa propre bouffe. Et du coup, juste après la fin de l'entraînement, qui n'est pas trop développé non plus, hein, c'est juste raconté. On a une petite scène avec l'escadrille de Spencer qui discutent entre eux. Donc moi j'aime bien ce petit côté school life. Alors pour être honnête, pour le moment il n'y a pas vraiment de personnage auquel je m'attache. Hormis Spencer, je trouve pas que les autres ils soient charismatiques, pour être honnête. Et ils ont j'ai un peu l'impression qu'ils remplissent la fonction fallait une équipe pour Spencer. Et parce que du coup, l'auteur, en réalité, depuis le début de ce livre, il est vraiment focus sur Spencer. Et donc, du coup, il a du mal, en fait, à nous raconter l'histoire d'autres personnages, à part Rig, dont ça pourrait être intéressant de suivre l'histoire du point de vue de quelqu'un qui n'est pas pilote. Peut-être qu'il va devenir mécanicien, c'est possible. On n'est pas obligé d'être pilote pour travailler pour les rebelles, donc il va choisir ce qu'il va faire. On aura ces informations plus tard. Et dans ce chapitre, on apprend qu'il y a des gens qui sont des contestataires qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement militaire mis en place par la FDR, la Fédération des rebelles, et qui souhaitent avoir une éducation pour leurs enfants différente de ce qui est en cours pour le moment, dans le sens où les pilotes, j'ai oublié c'est quoi le terme,
les premiers habitants, là, les habitants premiers, je sais pas trop quoi, là, l'élite, elle est vénérée comme des saints, et en fait, il y a des gens qui sont contre ce système-là, ils préféraient avoir des bases plus saines pour leurs enfants, qu'on leur apprenne à être bienveillants et qu'on leur apprenne aussi à pas idéaliser des individus. Donc je trouve ça intéressant. Alors ça arrive à peu près au quart du livre. Donc, qu'est-ce que ce groupe de personnes fait? Est-ce que c'est une organisation efficace, une organisation fonctionnelle? Est-ce qu'il y a un groupe? Est-ce qu'il y a un chef des contestataires? Est-ce qu'ils ont des idéaux? Est-ce qu'ils essaient de faire des moves politiques? Est-ce qu'ils sont prêts à se battre contre ce gouvernement militaire? Ils sont prêts à se battre contre les Krell parce qu'ils veulent pas les laisser détruire la planète. Mais est-ce que ce serait possible que plus tard dans le livre, il n'y ait pas une sorte de rébellion à l'intérieur de la FDR avec ses contestataires et peut-être des partis un peu plus extrémistes qui sont prêts à tuer les chefs militaires afin d'avoir une paix dans Magmatic et la base d'Alta, ou entre guillemets dans la planète, hein, en gros, où justement les pilotes ne seraient pas considérés comme des saints. Voilà, donc reste à voir ce que va faire l'auteur avec cette information. Est-ce que c'est juste pour dire, voilà, ce personnage, il est stylé, il est contre le gouvernement, regardez, anti-système, patati patata, ou est-ce qu'il va y avoir une véritable histoire avec les contestataires qui va nous être racontée et nous être montrée, où on verra justement des dilemmes et des conflits avec le fait de faire une société militaire. Voilà, ce serait l'occasion un peu de critiquer plus pertinemment la société élitiste et méritocratiste. Et du coup, reste à voir ce que l'auteur Brandon Sanderson va faire avec ses contestataires. Autre point que j'ai noté, c'est que Spencer a une radio, donc Cobb lui donne une radio, dans le sens où voilà, elle est en dehors de la base. Si jamais on se fait attaquer par les Krell, il faut qu'on puisse te prévenir. Et là aussi, dans ce chapitre-là, c'est un peu plus précisé, le côté uniforme, ils ont le droit de choisir des tenues parmi une sélection de tenues de la FDR. Ils doivent être en uniforme et être prêts à enfiler leur tenue de pilote à tout moment. Et du coup, Spencer, elle a une radio. Alors, est-ce que Cobb, il va pas en profiter? Par exemple, ça pourrait être intéressant que, avec ce côté, les contestataires, la FDR, Aronsad, parce que dans ce chapitre-là, c'est aussi un peu, j'attendais la fin de ce chapitre, mais je vais le dire maintenant, on nous raconte la version officielle de ce qui est arrivé au père de Spencer. Donc, on nous raconte qu'ils avaient fait face à une vague de vaisseaux, qu'ils les avaient battus, et qu'il y avait plus de vaisseaux qui étaient venus. Le père de Spencer aurait apparemment eu peur et il a dit à tout le monde de s'enfuir, qu'ils allaient tous mourir. Il aurait commencé à s'enfuir et Cobb, l'instructeur de Spencer, aurait dû l'abattre et c'est pour ça qu'il ne va plus dans des vaisseaux. Il a été traumatisé du champ de bataille, il a dû abattre un de ses amis sous les ordres de sa responsable. Et à l'époque, la chef responsable, c'était Ironside, la chef d'escadrille. Et donc du coup, à l'instant où je vous ai expliqué ça, j'ai commencé à avoir une hypothèse. Et je l'ai oublié. Mais je l'ai eu au moment où je vous l'ai dit, au moment où je parlais. Est-ce que ce serait possible que Cobb et Spencer, voilà, c'est la radio, ils utilisent la radio pour orchestrer une rébellion contre Ironside et son gouvernement, parce que dans l'interlude, ça avait été écrit que Cobb, il n'était pas trop d'accord avec Ironside, dans le sens où il était là en mode non, mais vous envoyez des jeunes recrues sur le champ de bataille, ils ont pas fini leur entraînement, ils n'ont pas le droit d'utiliser leurs armes, et du coup, vous les envoyez à la mort juste pour défendre la FDR, et c'est facile, vous êtes au poste des chefs, tout ce que vous avez à faire, c'est dire aux gens de partir. Et l'hypothèse que j'ai eue, en réalité, quand je vous ai expliqué pour Cobb qui a battu son père, c'est est-ce que ce serait pas possible que le père de Spencer ait pensé qu'il était possible de faire la paix avec les Krell? C'est-à-dire que après la bataille, les Krell auraient fait une sorte de pourparlers, parce que dans la guerre, il n'y a pas seulement les batailles, il y a aussi les pourparlers, les négociations entre les différents camps ennemis. Parce qu'en réalité, on ne sait pas ce que veulent les Krell à l'humanité. Pourquoi est-ce qu'ils veulent les éradiquer? Pourquoi est-ce qu'ils les poursuivent à travers l'espace? Parce que la planète de Spencer, c'est pas la planète Terre, hein, et les habitants de Magmatic et Patati et de la planète, ils sont arrivés en vaisseau. Ils ont dû faire un long voyage d'ailleurs. Donc ils ont dû passer une ou deux générations dans le vaisseau avant de trouver une planète sur laquelle s'abriter pour fuir les Krell. On connaît pas, j'ai plus trop souvenir de comment est-ce que le conflit contre les Krell a commencé, mais est-ce que ce serait pas possible parce que maintenant j'ai une hypothèse, mais ça, c'est vous donner une information qui n'a pas encore été donnée dans le livre. Donc je vais la garder de côté, on verra ça plus tard. Mais est-ce que ce serait pas possible que les Krell, ils aient pas, après une bataille
où les rebelles ont réussi à repousser une attaque décisive des Krell, est-ce que ce serait pas possible que les Krell aient demandé des pourparlers et qu'ils aient demandé et que Ironside était contre et que Cobb était pour parce qu'il considérait que c'était peut-être une bataille perdue, la bataille contre les Krell, que ça allait être sans fin, qu'on allait envoyer à la mort plein de jeunes et qu'il fallait mettre fin à ce conflit un jour ou l'autre, même si ça voulait dire faire des concessions, et que ce soit la raison pour laquelle Ironside les a battus en disant à Cobb de le faire, et qu'elle est interdit à ses soldats de révéler que Cobb voulait négocier avec les Krell. Voilà, c'est mon hypothèse. C'est mon hypothèse à la lecture du chapitre 21. Alors du coup, j'ai trouvé cet instant, ce chapitre assez consistant, assez intense et assez pertinent. En réalité, je trouve... En fait, c'est un peu ce que je me dis depuis le début de Vers les étoiles, de Skyward 1. Je trouve que c'est un peu rushé, en fait, dans un sens. En fait, je m'attendais pas à ce que... Après, je suis au quart du livre, hein. Chapitre 21, il y a eu 20 chapitres avant, plus une interlude, donc ça fait 21. Donc on a eu des personnages, on a eu des présentations, on a eu des scènes, et l'auteur, pour être honnête, il est doué dans ce qu'il raconte. Mais des fois, je trouve qu'il pourrait s'attarder un peu plus sur des moments de la vie de Spencer, parce que par exemple, comme je vous disais, l'escadrille de Spencer, elle n'est pas du tout développée en réalité. On s'attache pas aux personnages. On s'attache pas aux personnages, on se pose pas de questions sur eux. Ils sont un peu effacés par la présence de Spencer et l'histoire avec son père. Et je pense que Brandon Sanderson va vraiment se concentrer que sur Spencer dans ce livre. Et donc du coup, j'avoue que je trouve ça dommage, parce qu'en réalité, il y aurait moyen de raconter pas mal d'histoires entre Jürgen, qui est un fils de Délise, entre, comment il s'appelle, FM, qui est une contestataire, entre Hula Hoop, qui a l'air d'être un peu une sorte de mini-bully, ensuite Arturo et comment il s'appelle l'autre? Il y a Arturo et le mec avec qui il parle, en fait, il y a du potentiel dans ces personnages qui, je trouve, n'est pas exploité par Brandon Sanderson. Il est vraiment focus sur Spencer et son histoire, Spencer et son histoire, Spencer et son histoire. Les gens ne doivent savoir que l'histoire de Spencer, alors qu'il y aurait des trucs à raconter et à nous détailler qui pourraient étoffer l'histoire du livre. Et du coup, ce qui permettrait de faire un contraste entre le personnage de Spencer et les autres personnages. Aussi, ce qui a été dit dans ce chapitre, c'est que FM ne considère pas Spencer comme une fille de lâche, en fait, hein. Elle la dénigre pas, contrairement à Hula Hoop qui boude Spencer, parce que c'est la fille comment il s'appelle déjà le père de Spencer, j'ai oublié. C'est la fille d'un traître. Et du coup, il y a que FM qui est là en mode ouais, non, mais tranquille, hein, genre, moi je vais pas te juger pour un truc que c'est pas toi qui as fait en vrai. Genre, ce qui arrive à ton père, ça arrive à ton père, c'est pas toi qui l'as fait. Et du coup, voilà, donc Spencer elle est un peu dans une quête de redorer le blason de son père. Et ça pourrait être intéressant de découvrir un complot, et peut-être que le père de Spencer était un contestataire, et que les contestataires sont une organisation à l'intérieur de Magmatic qui souhaite renverser le gouvernement militaire afin de commencer des négociations avec les Krell. Voilà, donc c'est les hypothèses que j'ai à ce stade-là de la lecture. J'avoue que je suis assez pressé de lire le prochain chapitre. Je pensais pas que je mettrais autant de temps, il est déjà 14h51. J'ai commencé à 14h10-15 à la vidéo. Et du coup, j'avoue que du coup, bah let's go. On va lire le chapitre 22 et on va voir ce qui nous est dit. Même si moi, avant de lire le chapitre 22, je vais me faire une petite pause vapote. Allez, à tout de suite pour la lecture du chapitre 22. Ok, chapitre 22 lu. Alors j'avoue que, encore une fois, c'est un chapitre que j'ai bien aimé. Je suis assez content d'avoir repris la lecture de Skyward, parce que je passe un très bon moment à lire les aventures de Spencer. Et dans ce chapitre, les aventures aussi de Rick, on en apprend un peu plus sur ce qu'il fait. Il est dans une sorte d'internat dans lequel apparemment une de ses profs le considère comme un génie parce qu'il a pris des notes quand il a étudié le vaisseau M-Bot que Spencer a trouvé dans une caverne. Et on apprend pas mal de choses, et j'aime bien aussi, parce qu'il y a un côté science-fiction, bah c'est un peu logique, hein, c'est un livre de science-fiction, mais je trouve que c'est bien développé. Je veux dire, là il parle par exemple d'un gyroscope sur le cockpit qui lui permettrait en fait de pivoter par rapport à la direction où prend le vaisseau, afin de garder l'impact des forces G toujours d'avant en arrière, afin de faciliter l'état du pilote lorsqu'il fait des manœuvres stratégiques.
des manœuvres délicates. Et du coup, donc Rig, il explique à Spencer pas mal de choses. Ils sont en train de changer des câbles et ils discutent sur les potentielles spéculations qu'a Spencer concernant ce qui arrive à son père. Donc du coup, elle imagine que son père a été tué par accident, que c'était à cause d'Ironside. Je trouve que pour le moment, je trouve que ces hypothèses, elles manquent un peu d'imagination, mais je veux dire en même temps, c'est quelque chose d'assez simple. Ils étaient quatre, c'est vrai que ça, c'est pas noté. Il y avait quatre vaisseaux, et c'est peut-être possible en réalité que ce soit juste ça, cette histoire, que Ironside, elle est tuée par accident le père de Spencer et que Cobb a été obligé de porter le chapeau d'une trahison. Mais je trouve que ça fait beaucoup de remue-ménage pour pas grand-chose s'il y a vraiment un mensonge. Parce que Rig, tout le long du chapitre, il dit oui, mais t'es pas sûr que c'était un mensonge. Même si moi je pense que c'était un mensonge, hein, je pense que c'est assez évident. Et donc du coup, j'ai bien aimé ce chapitre et j'ai trouvé que c'était un chapitre assez détente dans lequel on se pose un peu et dans lequel on peut un peu rigoler. Le personnage de M-Bot, hein, le vaisseau, l'intelligence artificielle du vaisseau, je le trouve assez comique. Et il est drôle, il est fun, il est même pertinent et il parle du libre arbitre qui différencie les humains des machines. Comme quoi, lui, tout ce qu'il fait, c'est répondre à des sous-programmes, et qui prend jamais d'initiative et que les humains, eux, peuvent prendre des initiatives. Pas grand-chose à dire sur ce chapitre, à part que je trouve intéressant comment ça se passe pour Rig, qui va peut-être du coup aider à développer de nouvelles technologies en étudiant le vaisseau, en étudiant M-Bot. Rig, il découvre des trucs plus rapides, des trucs plus efficaces. Alors du coup, M-Bot, il y a quand même un mystère qui plane autour de lui, c'est comment est-ce qu'il atterrit sur cette planète. Est-ce qu'il n'y aurait pas sur d'autres planètes, parce que du coup, là, ça me fait réfléchir à ça, on sait que les habitants de cette planète-là, de la planète de Spensa, sont arrivés dans un vaisseau. Et du coup, est-ce qu'il est possible qu'il n'y aurait pas d'autres vaisseaux ailleurs qui soient partis sur d'autres planètes? Genre que l'humanité elle ait fait une grande, un grand exil de la planète Terre pour fuir les Krell, et que du coup ils se soient dispatchés un peu dans les quatre coins de la galaxie, et que du coup il y ait d'autres planètes où il y a des humains qui affrontent aussi les Krell, et d'autres. Et donc du coup. Ouais, ouais, je pense que c'est une hypothèse assez solide pour être honnête. Et donc du coup, j'avoue que là, ce chapitre-là, oui, comme je vous le disais, je me suis détendu, j'étais posé tranquille en train de le lire, j'ai un peu rigolé. J'ai trouvé ça intéressant, les discussions sur la technologie, comme vous disiez, pour le côté science-fiction. Je trouve que c'est assez convaincant comme vision de vaisseau spatial. Je sais pas si ça pourrait marcher, je suis pas un scientifique, hein, donc j'ai aucune idée de ce qui fait ce qu'un vaisseau spatial pourrait fonctionner dans l'espace. Faudrait que 12 Parsec fasse une vidéo sur ce sujet, ou Science Étonnante, ou y penser. Et du coup, j'avoue que non, j'aime beaucoup ce M-Bot. Du coup, comme je le disais dans le chapitre au début de cette vidéo, Spencer devrait peut-être donner M-Bot à la FDR, mais du coup, ils ont trouvé une solution. Ils vont répliquer la technologie de M-Bot en faisant passer Rig pour un inventeur de génie, pour que la FDR ait la technologie de M-Bot, sans pour autant que Spencer donne M-Bot. Bon, ça demande plus de temps, ça motive à moitié Spencer, parce qu'elle dit qu'elle pourra sauver plus de pilotes, mais qu'elle pourra pas sauver ceux qu'elle a déjà perdus, c'est-à-dire Bim et, j'ai oublié comment elle s'appelle, la fille qui est décédée lors de la première bataille de Spencer. Et du coup, j'avoue que voilà, donc là, il y a quand même des questionnements qui se posent. Et M-Bot, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, ça se concentrait beaucoup sur Spencer, la narration. Et à travers Spencer, on vit les autres personnages. Et là, j'aime bien parce que Rig, il a des scènes à lui, en fait. Il a vraiment de la présence dans l'histoire et de l'impact le déroulement des événements. Et du coup, c'est assez satisfaisant d'imaginer la suite de l'histoire en disant que Rig pourrait, de son côté, à sa manière, devenir un personnage important et clé de Magmatic. Et du coup, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le fait de me dire qu'il n'y aura pas que Spencer qui va briller, d'autres personnages peuvent aussi briller. Et c'est ça qui est intéressant dans une saga,
parce qu'il y a 4 tomes, je crois, de Skyward, hein. Je sais qu'il y en avait 3 quand j'ai commencé à lire le un et que le quatrième était en cours de parution. Et du coup, c'est assez intéressant de se dire, tiens, ce personnage-là aussi il peut briller, et tiens, lui aussi il peut briller, et tiens, lui, qu'est-ce qu'il va faire, et pourquoi Ironside cache les trucs, et Cobb, est-ce qu'il va remonter dans un vaisseau? Voilà, c'est ce genre de trucs qui font qu'une histoire, elle devient vivante, en fait, en réalité. C'est le fait que tu te dises que les personnages peuvent interagir les uns avec les autres de plusieurs manières possibles, que ce soit pas juste linéaire, juste l'histoire du héros. Voilà. Et j'ai pas noté beaucoup de choses sur ce chapitre parce que j'ai trouvé que c'était un chapitre un peu plus, on va dire, je sais pas si c'est le bon mot que je vais employer, mais un peu plus d'exposition. Dans le sens où, dans ce chapitre-là, l'auteur en profite pour nous dire j'ai de l'imagination concernant des vaisseaux spatials, laissez-moi vous l'expliquer. Et en plus de ça, le personnage de Rig est remis sur le devant de la scène un peu mieux que juste le mec qui squatte avec Spencer et qui veut devenir pilote avec elle. Il commence vraiment à développer une personnalité qui lui est propre, d'être indépendant de Spencer, et c'est cette histoire en parallèle de Spencer, celle de Rig, qui va du coup développer les technologies potentiellement et trouver les pièces et patati et patata, et Spencer qui doit trouver un propulseur de A12 à A32, mais est-ce elle pourra le faire sans trahir la FDR? Est-ce qu'elle va le faire? Dans le chapitre, elle dit qu'elle n'est pas prête à le faire, mais est-ce qu'elle va pas, genre, après une bataille, un vaisseau qui a été abattu, genre elle va sur le champ de bataille, elle regarde le vaisseau, elle récupère un propulseur d'un vaisseau qui a été abattu, et elle le donne à Rig. Voilà, donc à partir de là, en fait, les possibilités de l'histoire commencent un peu plus à s'ouvrir. On se pose plus de questions, plusieurs scénarios sont possibles, plusieurs scénarios sont plaisants, plusieurs scénarios sont pertinents, plusieurs scénarios sont plausibles. Et donc du coup, j'avoue que franchement, j'ai bien aimé cette lecture du chapitre 22. Parce qu'en plus de ça, ça fait vraiment écho au 21, c'est-à-dire que dans le 21, on apprend que l'histoire officielle de la mort du père de Spencer est le fait que c'est un mensonge. Et dans le chapitre suivant, ça continue sur ça. Et on nous présente et on nous expose, on nous met sur le devant de la scène d'autres personnages. Alors, même si en réalité, Rig il joue un peu le personnage cliché du oui, mais peut-être que tu te trompes, peut-être que c'est faux. Bah, il y a toujours un personnage comme ça dans les histoires. Toujours un personnage comme ça. Dans les trucs fantastiques, science-fiction, tout ça, il y a toujours un mec qui croit pas à la vérité. Tu vois, genre, qui remet en doute, non, t'as peut-être tort, non, t'as peut-être tort. Et enfin bref. Donc du coup, j'avoue que ouais, j'ai pas mal aimé ce chapitre. Donc du coup, let's go pour lire le suivant, le chapitre 23. Du coup, on va lire le chapitre 23 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. À tout de suite. Ok, 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 chapitre 23 lu. Alors j'avoue que je l'ai à la fois moins aimé que les deux précédents, mais je l'ai aussi apprécié à sa juste valeur pour ce qu'il nous propose. Du coup, on reprend sur Spencer qui est en cours de pilotage, qui fait une simulation avec son équipe où ils vont apprendre à utiliser l'IMI. Qui est en gros un désactivateur de bouclier parce que dans l'univers de Skyward, les vaisseaux ils ont des boucliers qui les protègent des tirs. On apprend qu'ils peuvent encaisser un certain nombre de coups, c'est-à-dire deux ou trois tirs, hein, je crois que c'était 90 coups, avec une mesure inventée pour étoffer l'univers science-fiction. Et chose qui est intéressante dans ce chapitre, que j'aimerais bien noter, que j'ai pas noté sur ma feuille, c'est que Kimaline, elle est développée. Depuis le début, Kimaline, c'est un peu la gentille du groupe, et elle avait essayé de sauver Marée Haute, elle n'avait pas réussi à tirer à temps, et depuis, on l'avait pas trop développée, elle était un peu triste, je crois, de la mort, mais de la mort de Marée Haute, et elle s'en voulait beaucoup. Mais en réalité, j'ai bien aimé ce chapitre pour ce qu'il est, mais comme je vous le disais, je l'ai moins aimé que les deux précédents, je l'ai trouvé moins bien. Mais elle est développée dans ce chapitre, on en apprend un peu plus sur elle et sur l'endroit d'où elle vient. Apparemment, d'où elle vient, les gens se forcent la politesse pour insulter les gens. Et c'est une pratique un peu bizarre, mais je trouve que ça fait un peu écho à la haute société qui est parfois hautain comment dire, c'est quoi le mot? Pas franc, pas franche avec ses proches, qu'ils ont tendance à se cacher derrière des politesses. Je trouve ça pertinent. En fait, plus je lis Skyward, plus moi j'y vois une critique de la société telle qu'elle est. Et je trouve ça intéressant. Donc le personnage de Kimaline qui est un peu plus développé, elle discute un peu avec Spencer. Il y a aussi du coup, comment elle s'appelle? Oula Hop qui est un peu plus développé. Et il y a Je sais tout qui dans ce chapitre finit par prendre des coups. Donc on apprend aussi que je crois que c'est Oula Hoop qui était une athlète,
qui prenait tout pour une compétition et tout pour un jeu, qui, depuis la mort de Bim et de Marée Haute, a perdu ce côté où elle voit tout comme un jeu. Et on apprend qu'il y a un sport sur Détritus, donc j'avais peur que le nom de la planète n'avait pas été donné dans le livre et que je l'avais spoilé, mais en fait c'est bien la planète Détritus. On apprend qu'il y a un sport qui doit être populaire, le digball. Donc on n'en apprend pas plus, mais moi en fait ce chapitre je l'ai trouvé intéressant parce que justement comme je critiquais le fait que les personnages n'avaient pas été assez développés avant leur mort, là du coup les personnes qui restent dans l'escadrille, elles sont un peu plus développées. Bon, c'est un peu compliqué de s'y retrouver parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnages, donc c'est un peu compliqué de bien mémoriser qui dit quoi, qui fait quoi. Mais oui, je sais tout provoque Spencer et Spencer finit par lâcher les nerfs parce que on insulte sa famille et son père et elle décide de frapper le genou de je sais tout. Ensuite, de lui donner un coup de coude au ventre et ensuite de lui faire une petite balayette avec son pied. Et du coup, il y a un peu tout le groupe qui est impressionné, certains sont un peu choqués. Et du coup, Ned, je crois, et c'est Jürgen, je crois que c'est ça le nom de Je sais tout, c'est Jürgen. Et du coup, ils sont là en mode, Waouh, Spencer, ouah, tu sais trop bien te battre, tu pourrais pas me montrer comment on fait si jamais je me fais agresser par un crêle au coin de la rue. Et en réalité, ce côté school life, et je l'avais noté, mais j'ai oublié de le dire, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est important dans ce genre d'œuvre qu'il y ait un côté school life, c'est-à-dire qu'on voit les étudiants vivre leurs études, entre guillemets, que ce soit pas juste entraînement, bataille, on répare le vaisseau, entraînement, bataille, on répare le vaisseau. Et je trouve ça bien que ce soit que ces personnages-là, ils aient des moments où ils peuvent discuter. Et ça me donne même envie en fait de me pencher du côté de Spencer. J'aimerais bien qu'elle puisse profiter de l'internat des pilotes pleinement, c'est-à-dire qu'elle puisse aller manger, qu'elle puisse être dans le dortoir, parce qu'en réalité, je trouve que chacun de ces personnages-là, il a beaucoup de potentiel et que c'est un peu gâché par le fait que Brandon Sanderson a décidé de se focus majoritairement sur Spencer. Je sais que c'est la protagoniste, mais beaucoup d'œuvres que j'ai lues m'ont plu parce qu'il y avait beaucoup de personnages et qu'on pouvait un peu chacun se reconnaître dans tel ou tel personnage. Et du coup, Spencer, c'est un personnage un peu atypique. En fait, c'est une tête brûlée qui se laisse pas faire, qui se laisse pas marcher dessus et qui cherche toujours un moyen de prendre le dessus et l'incendant psychologique sur la personne avec qui elle converse. Et la voir essayer de se faire des amis, voir ce côté un peu plus gentil en réalité, ça fait bizarre et je trouve, comme je l'ai déjà dit, en fait, je trouve le personnage de Spencer très attachant. Et du coup, je suis 100% de son parti. Ensuite, dans le chapitre, Mbot parle avec Spencer, parce que à travers la radio qu'a donné Cobb à Spencer, il a pu pirater les communications de la FDR. Et justement, Mbot, il dit bien, vous avez une technologie sous-développée, vous n'avez pas d'intelligence artificielle, vous n'avez pas des vaisseaux aussi performants que moi, vous n'êtes pas très avancé technologiquement. Donc du coup, ça étoffe mon hypothèse que le vaisseau de Mbot viendrait d'une autre planète habitée par d'autres humains qui ont dû arriver par un autre vaisseau et qui ont eux aussi peut-être affronté les Krell. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Pas beaucoup de matière à faire des hypothèses dans ce chapitre, mais je suis assez content du fait que les autres personnages de l'histoire soient un peu plus étoffés, même s'ils sont un peu tous spectateurs de Spencer et qui n'existent qu'à travers Spencer dans la narration. Je trouve quand même intéressant qu'on les développe et qu'on s'intéresse à eux. Voilà, donc du coup, je vous avoue que j'ai pas trop de choses à dire sur ce chapitre. Donc du coup, là, ça fait 33 minutes de rush, mais je suis motivé, j'ai envie de lire encore un peu. Donc du coup, je vais lire le chapitre 24. Et on terminera cette série de review, cette vidéo de review, avec le chapitre 24 de Skyward. Donc du coup, let's go, c'est parti pour la lecture du chapitre 24. Je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Ok, chapitre 24 lu et apprécié en réalité. Alors du coup, excusez-moi, le chapitre commence avec Spencer qui est assis sur un banc, qui en a profité pour prendre de la nourriture, de la viande. En tout cas, je sais pas si elle l'a pris à l'école de pilotage ou si elle l'a trouvé, mais apparemment elle disait, en fait, elle avait peur de se faire virer en disant ouais, Jürgen il va aller voir l'amiral, il va tout lui dire et je vais me faire virer. Du coup, elle cogite, elle cogite, elle cogite, elle discute un peu avec un bot, elle lui explique voilà les crêles, l'humanité, patati patata.
Et, euh, et du coup, on apprend dans ce chapitre qu'elle a déjà eu de la délinquance juvénile. En fait, elle se questionne en mode oh là là, qu'est-ce que j'ai, comment ça se fait que j'arrive pas à me contrôler mes émotions, pourquoi est-ce que je pète un câble, c'est pas des grands guerriers, des histoires de grand-mère, je devrais être plus sereine, plus juste, entre guillemets, plus posée, plus réfléchie. Et elle se remet un peu en question. Et j'avoue que ça fait un peu plaisir. Ça arrive un peu tôt dans l'histoire, mais en même temps, c'est vrai que elle se rend compte que en réalité, se concentrer sur le fait de devenir une pilote respectable, c'est plus important que son propre orgueil. Et j'aime bien ce déclic qu'elle a, parce qu'en réalité, moi aussi, je pense que c'est un peu plus important par rapport aux enjeux de l'histoire. En réalité, on se rend bien compte que en réalité, le fait que le père de Spencer soit considéré comme un traître, c'est pas si important que ça. C'est important pour Spencer, c'est important pour la construction du personnage, mais pour la ville de Magmatic, pour la base d'Alta, pour la planète Détritus, c'est une histoire parmi tant d'autres. Alors, il y a des secrets qui sont cachés par Ironside, ça c'est sûr, mais du coup, c'est vrai qu'à une échelle plus grande, ce qui compte c'est l'humanité, c'est pas l'orgueil de Spencer et l'honneur de son père. C'est important pour elle, mais c'est pas important pour Magmatic. Du coup, s'atteler à devenir un meilleur pilote et être fidèle à la FDR, même si Mbot a des soupçons sur la FDR, qu'il n'a pas confiance en eux, j'avoue que c'est plus noble en réalité que juste se battre pour ses propres intérêts personnels. Donc du coup, le chapitre continue. Au cours du chapitre, Spencer demande à Mbot s'il n'a pas des informations sur l'ancienne civilisation des humains. Il retrouve dans ses fichiers une musique symphonique qui a été décrite dans un livre. Alors c'est un peu particulier parce que moi quand je lis des livres, j'ai plutôt tendance à me visualiser des images et des couleurs. J'ai pas tendance à me visualiser des sons, mais du coup je pense qu'elle a écouté une symphonie. Dans le livre, on nous dit quel est le nom de cette symphonie, c'est Krovak, un truc comme ça, Kofka, je crois, un truc un peu dur à prononcer. Et du coup, un peu plus tard, donc elle décide de prendre les devants. Elle se dit, vas-y, let's go, je vais aller voir l'amiral, je vais tout lui raconter, je vais tout lui dire. Moi, je vais pas laisser Jürgen, je sais tout, avoir mon destin entre ses mains. Et à sa surprise, Ironside était avec Jürgen. Donc Spencer commence à vouloir lui raconter l'histoire. Et Jürgen coupe, il est là en mode non mais arrête. Il est là en mode non mais arrête, chut chut chut, tais-toi, t'inquiète. Et en fait on se rend compte que Jürgen aussi, il est plus noble que ce qu'il semble l'être. En fait je pense que Jürgen c'est un personnage qui est un peu perdu. Il le dit un peu plus vers la fin du chapitre que lui aussi il sait ce que c'est de vivre dans l'ombre de ses parents. Parce que finalement c'est vrai que chaque situation sociale et professionnelle, elle a son pesant de bonnes choses et son pesant de contrepartie. En réalité, le fait d'avoir grandi dans la haute société, ça ne veut pas forcément dire que tu as eu une vie plus simple. T'as pas eu les mêmes problèmes que quelqu'un qui a galéré avec une famille pauvre, mais tu as quand même eu des pressions sociales, des pressions psychologiques, et tout dépend de comment tu l'as vécu en fait. Et Jürgen, du coup, dans ce chapitre, on se rend compte qu'il est plus, et même Spencer le dit, qu'il est un peu plus noble. Déjà, il fait passer l'escadrille avant lui. Je pense qu'au fond de lui, Jürgen, il respecte Spencer. Je pense qu'il se dit, putain, Spencer, elle a du potentiel, c'est une bonne pilote, elle se débrouille bien. Mais elle est un peu trop effrontée. Et elle écoute pas assez mon autorité, et c'est moi le chef d'escadrille, donc je dois me faire respecter. Et en fait, Jürgen, il a l'air d'être perdu dans ce rôle de je dois être le chef, mais en réalité, c'est pas tout le monde qui a du leadership. C'est pas tout le monde qui sait comment être un bon chef d'escadrille. Et ça doit pas être plus simple d'être un chef d'escadrille que d'être un simple pilote sous les ordres d'un chef d'escadrille. Donc du coup, Jürgen, il explique à Spencer qu'il va pas la balancer et qu'il devrait juste essayer d'accorder leur diapason et de se mettre d'accord sur on arrête de se prendre la tête et on se concentre sur le pilotage. Et j'avoue que j'ai bien aimé ça de la part du personnage de Jürgen. Donc dans un sens, ça fait un peu victime. Genre il se fait tabasser, il a pas de contrepartie, il lui demande juste d'être un peu plus calme et de l'écouter. Mais en réalité, je trouve que c'est plutôt pertinent de sa part, parce que ça démontre qu'il reconnaît que Spencer a une valeur en tant que membre de l'équipe, et il veut pas s'en séparer, plus qu'il voudrait se séparer d'un de ses collègues qui le suit depuis l'école. Et donc du coup, je trouve que c'est respectable comme choix du personnage, et je trouve que ça le rend plus consistant et plus, comment dire, et plus... les plus... Comment dire, genre on l'aime plus
Genre, on est plus en mode, ok, en fait, Jürgen, c'est pas un bâtard fini, il va pas se contenter de ragla psychologiquement Spencer à chaque fois qu'il va pas écouter un de ses ordres, il va essayer de la comprendre, il va essayer de travailler avec elle, il va essayer de faire de l'escadrille vers les étoiles une escadrille digne de ce nom. Du coup, dans ce chapitre-là, ça a été vite fait dit entre deux phrases quand Spencer se rend dans la salle de classe et qu'elle tombe sur une assistante, elle lui demande où est-ce qu'elle peut trouver Ironside. Et du coup, il y a l'assistante dit en mode ah, tu veux te plaindre de quoi? Bah ouais, je comprends, en vrai, ça m'étonne qu'il ait un escadrille sous sa responsabilité, qu'il soit prof. Je sais que c'est un citoyen premier et tout, mais en vrai, je sais pas trop ce qu'il a. Et du coup, on apprend que Cobb n'est pas spécialement populaire auprès des membres de la FDR. Déjà, on l'avait déjà vu dans l'interlude avec Ironside et Cobb qui se disputent, même si les deux semblent quand même respecter leur position en tant que membres clés de la FDR. Peut-être que Cobb, il n'est pas apprécié par les autres membres de la FDR parce que ses méthodes de scindent sont très éloignées des méthodes classiques de la FDR. Il a peut-être sa propre manière de faire, sa propre manière d'opérer et un comportement aussi téméraire que Spencer avec juste plus de backup. Dans le sens où c'est un pilote, il a été ailier, il a abattu son collègue, il a suivi les ordres, il est monté en grade, c'est un citoyen premier, et du coup, il respecte tout ça. Mais en même temps, Cobb, il a peut-être une mentalité et des méthodes qui divergent de celles de la FDR. Et du coup, voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai noté. Ouais, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai noté. Donc du coup, let's go. Moi, ça m'a fait du bien de lire ces 4 chapitres. En réalité, ça m'a fait plaisir de vous en faire la review. On est à 40 minutes de vidéo, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une longue vidéo où je fais de la review. Alors du coup, pour terminer cette vidéo, en réalité, voilà, hein, Skyward vers les étoiles, j'ai chopé le livre parce que j'avais envie de m'évader et que j'avais envie qu'on me raconte une histoire autre que celle de One Piece que je suis depuis que je suis gamin. Je suis assez content en réalité d'avoir trouvé ce livre parce que franchement je le trouve très bien. Pour être honnête, je trouve que les personnages ils ont du potentiel, je trouve que l'histoire a du potentiel et j'ai assez hâte de lire la suite pour être tout à fait honnête. Donc du coup voilà voilà, j'étais censé dans mon planning j'avais mis les reviews One Piece à cette heure-là, mais je pense que je vais alterner entre différentes œuvres. Les dimanches que je lirai une œuvre qui me tente bien et je ferai le montage le soir. En gros, j'enregistre le dimanche après-midi, je fais le montage le dimanche soir. Et du coup, j'avoue que là, ces 4 chapitres-là, franchement, ils m'ont mis bien. C'était une bonne session de lecture. Ça m'a fait plaisir de faire les reviews, ça m'a fait plaisir de lire ces pages, ça m'a fait plaisir d'en apprendre un peu plus sur les personnages. Et je trouve que franchement, Skyward, ça a du sacré potentiel. En réalité, le livre, je le verrais bien être adapté en série sur Netflix, un truc du genre Netflix qui achète les droits du livre, qui fait une série originale Netflix ou même Disney+. Parce qu'il y a ce côté, comment dire, téméraire du personnage. En fait, moi j'y vois vraiment une allégorie de la vie, hein. Même Jürgen, en réalité, c'est une autre allégorie que je perçois pas dans son entièreté. Mais je trouve que Brandon Sanderson, il a vraiment été très inspiré quand il a imaginé l'univers de Skyward et l'histoire de Skyward. Je trouve il a eu un sacré flow. Et du coup, j'aimerais bien que ce livre il rencontre le succès qu'il mérite. C'est pour ça que je l'ai choisi et que je me suis dit j'allais faire une série de vidéos dessus. Parce que du coup, moi je l'ai découvert complètement par hasard. Je cherchais des livres de science-fiction, j'ai vu Skyward, tome 3, le titre il me plaisait bien et je me suis dit ok, je vais lire ça. Et du coup, bah, j'avoue que je suis pas déçu. Enfin bref, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, les gars, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner, partagez la vidéo aussi pour faire connaître un peu plus l'œuvre. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!